Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 442 du podcast Agent Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour la preview de la 7e semaine de la saison 2021 déjà. À mes côtés pour en parler, il y a Victor Roulier. Bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour à tous. Les Bengals en une, vous y croyez ça? J'ai l'impression que c'est une première en 10 ans. Les Bengals sont-ils enfin une bonne équipe? C'est la question du débat cette semaine. Le match de la semaine oppose les Colts aux 49ers et on parlera évidemment pronostic et cote. Je suis désolé, je suis allé très très vite. Victor, est-ce que ça va bien? Victor? Oui, écoute, oui, pardon, il y a un petit problème de connexion. Oui, ça va très bien. Écoute, une semaine un peu étrange avec beaucoup de matchs qui semblent jouer d'avance, mais en général, c'est ces semaines-là où on se retrouve avec des surprises en pagaille. C'est vrai. Eh bien, écoutez, on va commencer en tout cas à parler de cette semaine dès maintenant. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Une des affiches qui ne semble pas jouer d'avance cette semaine, elle oppose les Bengals aux Ravens. Et les Bengals, justement, c'est le sujet de notre débat de la semaine. Victor, 4 victoires, 2 défaites, 11e attaque sur les points marqués, 5e défense. On parle donc des Bengals, ça paraît fou. Alors que Joe Burrow revient d'une grosse blessure au genou, mais Cincinnati ressemble à une équipe. Déjà, est-ce que tu es surpris par ce début de saison? Oui, j'attendais beaucoup de cette équipe, j'en attendais sûrement pas autant. C'est un peu dur quand tu dis que ça fait 10 ans qu'on ne les a pas vus. Il y a eu quand même des années Andy Dalton, ils étaient en play-off tous les ans. C'est vrai qu'il y a eu un creux là. Oui, mais tu vois, il semblait avoir un plafond avec Dalton. Alors que là, on se dit, ils n'ont jamais gagné un match de play-off. Voilà. Alors que là, on se dit, c'est une jeune équipe qui a l'air incroyable quoi, en formation. Oui, mais de toute façon, il y avait une question qui était un peu la question numéro 1, c'est dans quel état va revenir Joe Burrow? La réponse, il est bien revenu. Il est bien revenu. Il a des bonnes stats. C'est un leader. On voit les vidéos qui tournent de lui, qui parlent sur le banc, etc. Les mecs sont avec lui. C'est le leader de cette équipe. Et autour, il y a du talent à peu près partout. Ce n'est pas un effectif complet, mais il y a du talent sur toutes les lignes. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça aux Bengals. Pour toi, le plus notable, c'est quoi? C'est l'attaque ou la défense dans cette surprise de début de saison? Pour moi, c'est et attaque et défense, je dirais, c'est les jeunes qui ont passé un palier. Alors, on pourrait parler de Ja'Marr Chase, évidemment, qui est rookie, qui est extraordinaire. Il a 550 yards, je crois, et 4 touchdowns, quelque chose comme ça. Mais c'est, par exemple, on disait la ligne offensive. Jonah Williams, premier tour 2019. Il se blesse, il ne joue pas la saison 2019. Il joue la moitié de la saison 2020 parce qu'il a une grosse blessure aussi. On commence à se dire, est-ce qu'il va revenir, etc. Il est revenu à un très bon niveau. Et quand tu as un tackle gauche de très bon niveau, déjà, ça va mieux. Ensuite, le linebacker Logan Wilson surprend vraiment en ce début d'année. Jesse Bates, jeune safety, confirme qu'il est un des tout meilleurs de la ligue. Et quand en plus, le recrutement de Hendrickson, ça marche. DJ Reader en défense, qui est vraiment exceptionnel cette année. Il y a du talent partout, même Mixon qui est en train de renaître un peu en running back. Je trouve que tout va bien dans cette équipe. Les voyants sont au vert. Alors moi, je me permets de répondre plus précisément à ma propre question. Je trouve que c'est la défense le plus notable. Ils sont 8e sur les yards encaissés, 5e sur les points, 14 sacs, ils sont top 10. Ils autorisent que 85,9 d'évaluation au quarterback adverse. C'est ils sont 6e dans la ligue. Je ne vais pas vous noyer sous les stats, mais ça fait 3 ans qu'ils n'avaient pas été dans le top 25 sur les yards encaissés. Donc,
pour moi, Joe Burrow, il suffisait de regarder 5 matchs l'an dernier pour savoir que ça allait être un bon quarterback. Ça se voyait. Donc, je suis moins étonné par le fait qu'il revienne, parce que maintenant, on revient, même des blessures aux genoux, etc. Et que Ja'Marr Chase, il y a une bonne connexion et tout ça. Mais moi, je suis plus étonné par le niveau de la défense. Trey Hendrickson, tu l'as dit, c'est une bonne signature. C'est un leader. Il est à 5 sacs et demi. Et ça joue autour, quoi. Il y a Jesse Bates, il y a Von Bell qui forme. Tiens, est-ce que tu es d'accord avec Zach Taylor? Jesse Bates, Von Bell, meilleur duo de safety de la ligue actuellement. C'est ce que dit Zach Taylor. Ben, je suis pas loin de penser, oui. Après, c'est peut-être, je les scanne pas tous à les 32 d'un coup. Au Ravens, il y a un bon duo. Il y a plusieurs équipes qui peuvent peut-être concurrencer, mais quand tu vois des Tyrann Mathieu qui est en train de passer à côté de sa saison ou autre, oui, sur la saison, c'est certainement le meilleur duo de safety. Et même, je trouve qu'il faut le dire quand même, le coaching, on a beaucoup tapé sur le coaching des Bengals, pardon. Des Cardinals aussi, mais c'est un autre débat. On a beaucoup tapé sur le coaching des Bengals depuis quelques saisons. Tu vois que ça marche. Des joueurs comme Chidobe Awuzie, qui est un peu inconstant, etc. Là, dans ce schéma-là, ça marche. Donc, il faut le dire, la défense, c'est des joueurs, mais c'est aussi des schémas. Et là, je trouve que les schémas marchent. Ils ne font pas des trucs ultra complexes, mais ils exécutent bien. Et c'est ce qu'on demande à une défense. Ah oui, non, mais au niveau du coaching, on en a un peu parlé mardi, et c'est pour ça qu'on voulait approfondir aujourd'hui. Mine de rien, Zach Taylor, qui a été énormément critiqué, il fait quand même du boulot propre par rapport à d'autres coachs dont on attendait plus, même offensivement, du coup, puisque Zach Taylor, c'est censé être un cerveau offensif. On ne peut pas lui reprocher que l'attaque ne marche pas. Non, c'est ça. Zach Taylor fait le boulot en attaque. Lou Anarumo fait le boulot en défense. Globalement, c'est pas des noms clinquants. Quand tu vois le coaching staff, ça te fait pas rêver, ok. Mais en attendant, ça marche. Donc, alors, bravo à eux. Un des faits de l'intersaison, c'était Ja'Marr Chase plutôt que Penny Sewell à la draft. On leur avait prédit l'enfer, on ne protège pas Joe Burrow, etc. Le match dont ils sortent, c'était contre les Lions. Donc, en plus, il y a eu un constat terrible, c'est-à-dire que Ja'Marr Chase, qui est à 27 réceptions, 553 yards et 5 touchdowns cette saison, fait un super début de saison. Sewell, lui, souffre face à Hendrickson. Il prend 2 pénalités, il est débordé. Est-ce que finalement... Alors, c'est hyper réducteur de dire ils ont bien fait de prendre Chase plutôt que Penny Sewell. Est-ce que la clé en fait de leur choix de Chase, c'était que eux savaient que Jonah Williams serait au niveau, quoi? Oui, après, c'est un risque. C'est un risque parce que quand un joueur, ses 2 premières saisons NFL, il n'en a disputé que la moitié d'une. Oui, c'est sûr que si Jonah Williams est au niveau, ça se défend. Mais c'est quand même un gros risque. Moi, j'avais Sewell au-dessus dans mon board perso et je pense toujours que j'aurais pris Sewell. Après, il y a quand même 2 choses à prendre en compte. La première, c'est qu'ils ont recruté aussi Riley Reiff sur la ligne. Je crois que c'était après la draft, mais enfin, en tout cas, déjà, c'est le genre de joueur, pareil, ça ne te fait pas rêver, mais ça fait largement le travail. Donc, quand on dit qu'ils n'ont pas renforcé la ligne, ils ont renforcé la ligne. Il y a un moment, il faut le dire. Et il y avait quand même aussi ce côté Chase, c'était le coéquipier de Burrow en université. Donc, quand les deux se sont bien entendus en université, tu peux espérer que la synergie prenne plus vite en NFL. Et je pense que ça a joué aussi dans le choix, comme ça a pu jouer dans le choix des Dolphins de prendre Waddle ou des Jaguars de prendre Etienne. L'idée, c'est de dire, voilà, on va donner au quarterback son meilleur ami, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est son meilleur ami dans la vie. Alors attends, là où je ne te suis pas, tu me dis, j'aurais quand même pris Sewell. Oui. Si Williams fait une bonne saison, ça sert à quoi de prendre Sewell? C'est-à-dire que tu fais jouer à droite. Sewell, il peut jouer à droite. Avec les Lions, il galère à droite. Donc, ou il peut même jouer garde. Hein. On voit bien que visiblement, le problème aussi des Lions, c'est qu'ils ne le font pas jouer à gauche, qui est censé être son poste, quoi. Oui, mais dans ce cas, tu mets Williams à gauche, Reiff à droite et Sewell en garde. Mais après, encore une fois, du coup, c'est pour le faire jouer garde, est-ce que tu as envie de prendre en 5e? Je suis d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, tu vois. Non, j'entends. Après, Jonah Williams, il a un profil à jouer à droite aussi. Hein. Il peut tout à fait jouer à droite et Sewell à gauche. Donc, tu peux faire plein de configurations. Après, la draft, c'est incertain. Le jour de la draft, j'avais envie de prendre Sewell plutôt que Chase. Et dans 2 ans, on va peut-être se dire, ah là, Sewell, finalement, c'est un constant, alors que Chase, c'est un Hall of Famer. Ok, d'accord, c'est le jeu de la draft. Hein. Oui, c'est le jeu. Et puis après, le problème, encore une fois, pour eux, pour le coup, là, pour Sewell et les Lions, même s'ils ne sont pas le sujet, c'est que ce match, il est terriblement révélateur parce que Chase flambe, Sewell est en galère, et on voit les deux, c'est-à-dire que
Goff a personne à qui lancer, donc c'est très bien d'avoir des linemen, mais il a personne à qui lancer et il galère. Donc au final, encore une fois, hein, je fais pas de l'histoire à rebours en me disant moi j'avais vu venir le coup, etc. Comme tout le monde à la draft, je me disais s'ils prennent pas Sewell, Bureau va se faire tuer, etc. Mais au final, sur le fond, on voit que des fois, c'est aussi bien d'avoir des armes pour se débarrasser du ballon que d'avoir une ligue si tu n'as personne. Donc là-dessus, en tout cas, ils semblent avoir fait le bon choix. Il faut leur rendre ça aussi. Jusqu'où ils peuvent aller pour toi, cette équipe de Cincinnati? Alors, ils seraient dans une autre division. Je te dirais, ils vont aller en playoff. Là, vu la tête de leur division, je vais te dire, et en plus, je crois qu'ils croisent avec l'AFC West. Donc, vu la tête du calendrier, ils ont le deuxième calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison, je crois. Juste, il n'y a que les Panthers. Je le donne, ils jouent Ravens, Jets, Browns, repos, Raiders, Steelers, Chargers, 49ers, Broncos, Ravens, Chiefs, Browns. Donc, c'est très costaud. Ouais, donc c'est costaud. Donc, j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'ils se battent pour les wildcards. Il y en a 3 maintenant, donc c'est peut-être un peu plus envisageable. Au pire, franchement, ils ne vont pas en playoff, c'est pas grave. Moi, ce que j'avais envie de voir, c'est de la progression, la construction d'un groupe. Là, ils ont un groupe jeune qui marche. Alors, je crois qu'il va falloir gérer la re-signature de Bates qui doit être en fin de contrat, mais globalement, pareil, si ton groupe marche, si tu es en train de créer un truc, que les gens voient que ça marche, bah, ça incite tes joueurs à re-signer aussi, ça incite tes joueurs à rester, ça incite tes joueurs à adhérer au projet. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a des playoffs, c'est bonus. S'ils loupent les playoffs d'un rien, au moins, il y a une vraie équipe, il y a une progression, et l'année prochaine, ça fera playoff. Moi, j'ai significatif que les gens disent « Ah ouais, bon, ils les ont éclatés, mais c'est les Lions. » Oui, mais les bonnes équipes, elles font ça. C'est-à-dire, quand elles jouent dans un match qu'elles doivent gagner, bah, elles écrasent l'adversaire et elles ne lui laissent pas une chance. Ah bah, ils ne le faisaient pas avant. Ils le faisaient pas avant. Et du coup, les Lions, ils ont embêté les Ravens, ils ont embêté du monde. Et bah, eux, non. Ils ont fait leur boulot, ils ont déroulé. Donc, non, je suis optimiste pour l'avenir. Peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme, oui. Moi, je vais te dire, je pense aussi qu'ils vont échouer aux portes des playoffs et que l'année prochaine sera encore plus importante parce que typiquement, ils vont échouer aux portes des playoffs, il y aura des espoirs et c'est l'année de la confirmation qui est la plus dure. Pour moi, Cincinnati, ce sera le Miami de l'an prochain. C'est-à-dire que, alors attention, pas sur le résultat, je parle sur les attentes. Sur les attentes. Pas Sauf sur le qu'eux, résultat. ils ont un quarterback. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Sauf que Cincinnati a un quarterback et qu'ils auront plus de chances de confirmer l'année prochaine. Mais pour moi, en termes d'attente au début de l'année prochaine, Cincinnati sera une de ces équipes à la Miami où on dira ils ont fait une bonne année dernière. Maintenant, comme les Browns il y a 1 an et demi ou 2 ans, ce genre de choses-là. Et ce sera le plus dur. Ce sera le plus dur pour moi. Je suis d'accord avec toi. Cette année, ça va être un peu juste. Et juste, je finis en disant que, parce que ça compte aussi, quand la Free Agency va commencer l'année prochaine, je crois qu'ils vont être la 6e équipe avec le plus de cap disponible. Ouais, mais donc, ça c'est bien, mais tu habites toujours à Cincinnati par contre. D'accord, mais il n'empêche que pour recruter des gens, encore une fois, si le projet est séduisant, il y a bien des gens qui ont été convaincus de venir jouer à Cleveland ces dernières années. Non, mais c'est vrai, ça, je troll un peu. Je troll un peu. Avec les dollars et un bon effectif, on peut faire quelques petites choses. Voilà pour les Bengals, qui sont en tout cas une des belles surprises de ce début de saison. On passe à la fiche de la semaine. L'affiche de la semaine, ce n'est pas forcément la plus grosse affiche de la semaine, puisqu'on a dit il y a un Bengals-Ravens, mais on a déjà parlé des deux équipes assez longuement ces dernières semaines, donc on ne voulait pas faire trop de redites. Donc, ce sont deux équipes un peu énigmatiques sur lesquelles on se pose pas mal de questions et qu'on avait envie de mettre en avant. Les Colts sortent d'une grosse victoire contre les Texans, les Niners sortent d'une semaine de repos. Déjà, est-ce qu'on est d'accord, l'attaque des Colts contre la défense des Niners, c'est force contre force à peu près? Oui, on est d'accord. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de couvrir le Colts Texans dimanche dernier. Et j'ai trouvé que, alors ok, c'est les Texans en face, mais l'attaque des Colts tourne enfin. Ils ont retrouvé leur jeu de course. Jonathan Taylor est de retour. Et bon, un trio, Nyheim Hines, Jonathan Taylor, Marlon Mack, c'est pas mal sur le papier. Et Carson Wentz, je trouve qu'il est courageux parce qu'il ne peut pas bouger. Là, tu vois qu'il est blessé, tu vois que ses chevilles sont bouillies. Il n'a absolument pas la mobilité qu'il a pu avoir les années dernières. Et pourtant, il distribue et il lance plutôt très bien. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer. La ligne offensive, bon, elle n'a pas été trop testée sur Texans, mais
elle semble aller un peu mieux, même s'il n'y a toujours pas de Quentin Nelson, hein, si je ne dis pas de bêtises pour la semaine prochaine. Mais voilà, il y a des armes. Il y a T.Y. Hilton qui est de retour. Bon, par contre, ils ont perdu Paris Campbell, je crois, mais ils ont Pittman qui commence à trouver déjà un rythme. certain pour le prochain match, hein, T.Y. Hilton. Oui, mais il sera questionable de toute façon à tous les matchs. Hein, donc, bon. Bon, en tout cas, mais je trouve que ça commence à tourner. C'est un bon test pour l'énigme Carson Wentz parce que tu disais il est immobile, mais il est à 9 touchdowns d'une interception, donc le ratio est plutôt flatteur. Et en face, San Francisco, c'est la 6e défense sur les yards encaissés, un peu plus loin sur les points. Mais est-ce que c'est toujours une grosse défense d'ailleurs, San Francisco? Moins que ça a pu l'être. Ça, c'est vrai. Mais ils ont quand même toujours des leaders qui répondent présents. Joey Bosa, Teron Armstead, Fred Warner. Et du coup, ça va quand même être un sacré test pour la ligne des Colts parce que autant je dis elle n'a pas été testée par les Texans, autant quand il va falloir affronter Nick Bosa et Teron Armstead, là, tu as un vrai test. Donc, ça va être une des clés du match, en fait. C'est cet affrontement ligne contre ligne qui est la base du foot américain, mais elle va vraiment être la clé de ce match. Et on va dire que les Niners savent qu'au niveau de defensive back, au niveau des linebackers, ce n'est pas aussi solide que ça a pu l'être avant. Donc, il faut tout de suite mettre la pression pour faciliter le travail de tes defensive backs. Donc, le plan de jeu, il va être assez clair pour moi. Après, il souffre contre le sol depuis le début de l'année, et tu l'as dit, Jonathan Taylor est en super forme. Ça peut aussi être une des clés du match. C'est vrai. Indianapolis gagne dans les tranchées au sol. C'est vrai que si Jonathan Taylor nous refait un match à 200 yards, bon, ça peut aller dans les deux sens. Après, même si c'est faiblesse contre faiblesse, l'autre côté va être aussi intéressant à étudier parce que Garoppolo est de retour, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Mais... George Kittle est toujours absent. George Kittle est toujours absent. De toute façon, malheureusement, ça commence à devenir récurrent pour lui. Globalement, cette attaque, elle vit et meurt par Deebo Samuel. Le jeu de course qui est historiquement la force de cette équipe, il est non existant cette année. Si je ne dis pas de bêtises, ils sont 21e ou quelque chose comme ça à la course. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Et à part Deebo Samuel, on a l'impression que personne n'est capable de créer des gros jeux dans cette équipe. Et ça devient un vrai problème. Ouais, c'est assez compliqué aussi. Et j'aurais tendance à donner l'avantage à la défense des Colts, même si elle n'est pas rutilante sur le papier, mais c'est une équipe qui souffre de ses absences encore San Francisco. Est-ce que ça va être un petit match? Est-ce que ça va être un match défensif? Toujours difficile à prévoir, mais j'aurais envie de dire oui. Ça sent pas beaucoup de points, quoi. Le 21-17, tu vois, le petit score début des années 2000. Et alors là, on est sur du match difficile à pronostiquer. Sur qui tu vas? Moi, je vais aller sur les Colts. Alors moi, j'avais mis des Niners au début j'ai ressorti le fichier là commun. Je vois que Grégory Richard est à Ibiza visiblement parce qu'il ne pronostique même plus. Donc là, il a plus le temps. Je crois que je vais aller sur les Colts aussi après tout ce qu'on a dit. Je crois que je vais aller sur les Colts aussi. C'est marrant parce que vous verrez sur le site samedi matin, mais j'ai l'impression qu'on a quasiment tous les mêmes pronos partout, quoi. Oui, alors ça, c'est assez étonnant. Ouais, c'est assez dingue. Pas beaucoup de différence. Non, j'en vois une sur un match dont on va parler, mais sinon, en effet, c'est très, très, très... C'est Raoul qui l'a joué seul contre tous sur un des matchs. Moi aussi, sur un match, je joue seul contre tous. Tu verras. Ah, ok, on va voir ça. Bon, donc, Colts pour tout le monde, alors? Yes. Allez, on passe à tous les pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. And we're gonna work on three. 1, 2, 3, work! Les pronos de la semaine, alors avec attention des scores qui sont méga affûtés maintenant, parce que on a des pourcentages. Alors, je croyais que c'était Victor parce que c'est le maître des fichiers Excel, hein. Et là, j'apprends que c'est Raphaël Masmejean qui est rentré dans le fichier et qui a mis des petites formules. Et je peux vous donner le pourcentage de pronos exact des membres de l'équipe. Je vous donne les scores de la semaine dernière déjà. 12 points pour Raphaël, Lucas et moi, 11 pour Raoul, 10 pour Victor et 8 pour Grégory.
la chute, la débandade pour Grégory, parce que je crois qu'il était leader il y a encore 2 ou 3 semaines. Et là, il s'enfonce au classement. Sur les scores, au global, ça fait 67 pour Raphaël qui est en tête. Devant Victor, Raoul et moi-même à 65. Lucas et Grégory sont à 60. Donc Lucas n'est plus seul en queue de peloton. Il est désormais avec Greg. Et donc, si vous voulez plus parlant, Raphaël est à 71,28% de bons pronostics. Victor, Raoul et moi à 69,15% et Lucas et Grégory à 63,83%. Je sens que tu as apprécié ces pourcentages, Victor. Ça parle un peu à ton cœur là. Non, mais je vois qu'on essaye de me piquer mon boulot. Normalement, je pense qu'il y avait une règle non écrite chez TDA qui est que les tableaux Excel, c'est pour moi. Je pensais. Voilà, bon, je vois que Raphaël tente de me piquer mon job. Hein, c'est je pensais. Après, si tu veux, il y a un peu de mise en forme à faire. La police est plus grosse. Il y a des choses à... On peut harmoniser encore le tableau, mais merci à Raphaël qui a fait ça nickel au niveau de la formule, en tout cas. Donc, les pronos, on commence avec le match qui se déroule dans la nuit de jeudi à vendredi, donc le soir de notre enregistrement. Pas facile parce que c'est un Browns Broncos avec un Baker Mayfield forfait, Keskinum joue et Teddy Bridgewater est incertain au moment où on se parle, donc on ne sait pas si ce ne sera pas un petit Keskinum Drew Lock. Moi, je vais te dire, je vais mettre les Broncos. J'avais mis les Browns au début. Et avec le forfait de Mayfield, je change, je crois, à peu près comme quasiment tout le monde. Et puis, parce que Von Miller a dit qu'il allait tuer les tackles adverses. Donc, pourquoi pas. Je parie sur lui, je lui fais confiance, il est MVP du Super Bowl. Alors, moi, je vais te dire, si je veux être polémique, je suis beaucoup plus inquiété par le fait que les 2 running backs des Browns sont absents, Kareem Hunt et Nick Chubb, que Baker Mayfield. Parce que la base de leur jeu, c'est le jeu de course. Et les 2 tackles sont questionable, je crois, et les 2 running backs sont out. Ouais. Donc, ça veut dire que tu enlèves à Cleveland la base même de son attaque. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Alors après, comme tu le dis, hein, si c'est Drew Lock en face, on n'est pas à l'abri du match à 5 interceptions et Cleveland gagne 14-3. Mais après, il y a aussi Jock, je crois, Jeremiah Owusu-Koramoah, qui est blessé. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et à Denver, il y a quand même du talent des 2 côtés du terrain. Donc, oui, je vais miser Broncos parce que je pense qu'il y a trop de blessures du côté de Cleveland. On passe au dimanche 24 octobre, le Ravens-Bengals, on en a parlé, grosse défense, grosse attaque, les Ravens sont terrifiants. C'est un énorme test, on a fait les Bengals, mais je sens que ça sent aussi l'équipe, tu sais qu'on va avoir hypé un jeudi et qui va se faire descendre le dimanche. Ça devient une habitude, hein. On a fait ça aux Broncos, aux Panthers. Oui, nos excuses aux supporters des Broncos et des Panthers, depuis qu'on leur a dit qu'ils allaient en playoff, ils font que perdre. Par contre, Baltimore, avec le jeu de mots dont je serais fier toute ma vie de la semaine dernière, ça a marché. Ils ont éclaté les Chargers après qu'on les ait hypés jeudi, donc c'est tout ou rien. Ceci étant dit, je pense que les Ravens, c'est un peu haut pour les Bengals, même si c'est une très belle équipe et même si je pense qu'ils vont être aux portes des playoffs. Je pense que c'est un peu comme les Chargers la semaine dernière. C'est une équipe un peu jeune, qui a eu des très hauts, qui joue très bien, mais face aux Ravens, je pense que c'est le moment où tu peux avoir un petit coup de froid, donc je vais dire Ravens. En plus à Baltimore. En plus à Baltimore. Non, je pense que là, en effet, tout est un peu meilleur. Les joueurs, le coaching, c'est-à-dire que les Bengals, c'est bon, mais là, on est face aux très bons et ça fera la différence. Donc, Ravens pour tout le monde. Packers, Washington, Aaron Rodgers contre l'avant-dernière défense de la Ligue. J'ai envie de dire, voilà. Mais qu'est-ce qui ne va pas à Washington? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas, mais alors là, ça ressemble de plus en plus. Franchement, Miami et Washington, c'est les 2 accidents industriels de la saison. Pour l'instant. Après, on n'est qu'au bout de 6 matchs, hein, mais ça y ressemble parce que... Au bout de 6 matchs, ça commence à faire un tiers de la saison quand même. Hein. Oui, mais la défense de Washington, qui était censée être le point fort de cette équipe, ça ne marche pas. L'attaque tourne moyennement. Non, je pense qu'il y a trop pour Washington pour renverser une équipe comme les Packers. Donc, Packers pour tout le monde. Dolphins, Falcons, Miami. Alors, je te vois rire. Pourquoi tu ris? Oh bah, Dolphins, Falcons, on commence à arriver dans les matchs qui font rêver. Là. Franchement, le match, sur le papier, ça fait tellement peu rêver que je me demande pourquoi il n'est pas programmé à Londres. Tu vois, d'habitude, c'est vraiment le genre de purge qu'on récupère. C'est typiquement les 2 équipes qui viennent à Londres tous les 3 ans pour une purge. Est-ce que Miami est vraiment une des pires équipes de la Ligue? On en a parlé mardi, tu n'étais pas là. Je te laisse l'occasion aussi de te faire des amis chez les supporters de Miami. Oui. Aujourd'hui, sur le rendu, alors sur le papier, non, mais sur le rendu sur le terrain, oui, après 6 matchs. À part Lions, Texans
et encore Jets, et j'ai même envie de dire que les Jets ont montré plus que les Dolphins. Oui, on est dans le pire de ce qui se fait actuellement, oui. Alors, on est sur un des matchs où on a un seul contre tous dans les pronos, puisque Raoul prend les Dolphins. Moi, je t'avoue que je prends les Falcons aussi sur Calvin Ridley, Kyle Pitts. Enfin, il y a du monde pour faire du mal à Miami. Après, Grégory prendra les Dolphins aussi. Hein. On sait qu'il Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais Greg, il n'est pas là, donc il n'est pas loin du 0 pointé. Là, il faut qu'il fasse attention. Hein. Les pronostics doivent être validés le jeudi soir. Hein, donc, c'est vrai. La règle est la règle. C'est ça. Donc, ouais, moi, il y a quand même, même si Matt Ryan est plus qu'il était, il y a quand même plus de puissance de feu actuellement. Et je peux le dire, je ne vais pas me faire des amis, mais sur le chat, on en a parlé hier, notamment avec Raphaël, qui disait oui, les gars, vous surestimez Matt Ryan, il est cramé. J'ai répondu, mais toujours moins que Tua Tagovailoa pour l'instant. Donc, je suis même pas sûr que ça soit Tua le. Non, mais problème. tu vois, je pense que le problème est plus global. Non, bien sûr. Attention, moi, on en a parlé dans l'émission de mardi. Il y a des problèmes bien plus vastes que Tua Tagovailoa à Miami. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je parie quand même toujours plus sur Matt Ryan que Tua Tagovailoa. Rien qu'à l'expérience, tu vois. Oui, je pense que Kyle Pitts, Calvin Ridley, Cordarrelle Patterson, ça produira plus de yards et de points que l'attaque Dolphins. Sachant qu'en plus, la défense des Falcons est quand même en train de se réveiller. Terrell, le premier tour de l'année dernière est bon. Grady Jarrett, on ne le découvre pas. Fowler, il fait sa saison. C'est en train de... Je ne dis pas ça restera une équipe moyenne, mais je trouve que c'est en progrès. Donc, je les mets vainqueurs. Atlanta, donc pour tout le monde. Patriots, Jets, c'est un choc de division, mais c'est des équipes qui jouent plus grand-chose déjà cette année. Mac Jones contre Zach Wilson, duel de rookie. Pour l'instant, lequel te fait meilleure impression pour l'avenir, si tu veux en choisir un des deux? Forcément Mac Jones. Après, le vrai, si on veut nuancer, c'est que le problème, c'est que Zach Wilson est très brut. Il a sûrement un plafond plus haut, mais un plancher plus bas, alors que Mac Jones est un peu arrivé au sommet de son truc. Et à mon avis, il n'aura pas un plafond énorme, mais il n'aura pas un plancher très bas non plus. Donc, Mac Jones est plus rassurant aujourd'hui. C'est ça, je pense, la clé du truc. Et du coup, je pense que les Patriots vont faire la différence. Ils commettent très peu de turnover, ils commettent trop de turnover, les Patriots. Donc, c'est ça qui leur coûte un peu des matchs. Mais s'ils arrivent à gommer un peu ces imperfections, je pense qu'ils peuvent vraiment gagner sereinement ce match. Oui, a priori, ils sont quand même largement favoris dans cette rencontre. Je suis en train de vérifier au niveau des turnovers, ils en donnent tant que ça, parce que du côté des Jets, ça doit en donner quand même un peu. Je crois qu'ils en donnent 17,2%, ils doivent être 29e de la ligue. Alors, 9 ballons perdus pour les Jets, 11 pour les Patriots. En effet, c'est deux des pires équipes pour les ballons rendus. Les Patriots sont 3e sur le nombre de ballons perdus. Les Jets sont un poil plus bas, donc en effet, ça pourrait être un match avec des turnovers. Je vais donner les Patriots également. Giants, Panthers, les Panthers toujours à la recherche de leur identité offensive, a dit Matt Rhule, en tout cas sans Christian McCaffrey. Ils veulent courir plus, ça tombe bien, les Giants sont la 29e défense de la ligue au sol. Les Giants, ils sont en recherche de leur identité tout court. Non, ça sent le match piège quand même. Pour le coup, ces deux équipes ne sont pas dans une bonne dynamique. Carolina a perdu les 3 derniers. Les Giants, on va dire que Daniel Jones était encourageant. Il s'est craché contre les Rams, comme à peu près toute équipe. C'est difficile à pronostiquer, mais là encore, je pense que la défense des Panthers reste une des meilleures de la ligue. Elle est meilleure que celle des Giants. Et l'attaque des Panthers a des playmakers comme Robbie Anderson, comme DJ Moore, qui sont quand même supérieurs à ce que peuvent avoir les Giants, parce que je reste toujours... un peu circonspect sur l'apport d'un Kenny Golladay, par exemple. Kadarius Toney est plutôt bon, mais après un match et demi flamboyant, il s'est retrouvé à se blesser. Donc, je dirais Panthers, mais honnêtement, je ne serais pas étonné que ça puisse aller du côté de Giants. Oui, les Giants, typiquement, ils peuvent prendre chaud sur une journée contre une équipe un peu moyenne comme ça. Ce ne serait pas étonnant, mais sur la logique, je vais prendre les Panthers également. Titans, Chiefs à 19h. Ça va être offensif, celui-là. Tout à l'heure, on a parlé d'un match défensif. Là, les Chiefs risquent quand même de prendre très cher contre Derrick Henry. Est-ce que Tennessee peut souffrir Buffalo et Kansas City coup sur coup? Moi, je vais te dire que honnêtement, j'étais à 2 doigts de miser les Titans. Ouais. J'étais à 2 doigts de miser les Titans. Après, c'est vrai que les Titans, ils ont joué lundi, mine de rien, ça a un impact quand même. Ils risquent d'être un peu plus fatigués. Et le problème, c'est que tu sais pas, en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette équipe.
Enfin, je veux dire, ils sont capables de perdre contre les Jets et de se faire exploser contre les Cardinals. Ils sont capables de battre les Bills ou de battre les Colts tranquillement. Enfin, c'est vraiment une équipe, on ne sait pas laquelle on va avoir sur le terrain. Mais si on a la bonne version des Titans, avec une défense qui commence enfin à montrer des signes de vie face à Kansas City. Donc, Kansas City, la recette cette année, elle est claire. Hein. Attaque qui produit des yards, mais qui fait trop de ballons perdus. Et défense qui encaisse un camion de yards à chaque match. Alors, oui, ils ont pris 0 points en deuxième mi-temps contre Washington. Bravo, super, vous aurez un badge. Mais en attendant, moi, je suis ultra déçu de Kansas City cette année. Je mets quand même Kansas City parce que des playmakers, parce que du talent, parce que du coaching. Mais attention, attention. Ouais. Non, mais pareillement, Kansas City sur le talent et tout ça. Mais si Derrick Henry prend le match en main, c'est pas délirant d'imaginer que Tennessee peut passer. Les Rams contre les Lions, on passe sur les matchs de 22h. Oui, je n'ai pas précisé, tout ça, c'était 19h avant. Retrouvailles entre Jared Goff et les Rams, entre Matt Stafford et les Lions. C'est mignon, il y a des petites histoires, mais en vrai, il n'y a pas de match. En tout cas, sur le papier, il n'y a absolument pas de match entre ces deux équipes. Donc, les Rams, sans hésitation. Oui, globalement, les Lions, ça va être encore une très, très longue saison. Donc, oui, et Dan Campbell commence, vous en avez parlé beaucoup dans le dernier podcast, mais il commence à tirer à boulet rouge sur ses joueurs après avoir dit qu'il faut être une équipe. Donc, ça incite pas à l'optimisme. Raiders-Eagles, 22h05. Est-ce que... Alors, c'est celui-là, je viens de voir sur le fichier prono, c'est celui-là où tu es seul contre tous. Pourquoi tu pronostiques les Eagles? Parce que je ne suis pas Grégory, moi. Moi, j'aime prendre des risques. Alors, attends, c'est parce que toi, tu vas pronostiquer les Eagles à tous les matchs? Non. En fait, si tu veux, c'est plus qu'en effet, je commençais à voir qu'on avait un peu tous les mêmes pronos. Et je me suis dit, autant en tenter un pour faire la différence. Et j'ai pris celui-là. Et pas tellement parce que, les gens le savent, je suis supporter des Eagles, mais parce que pour moi, il y a une clé. Alors, les Riders sont favoris, c'est sûr. Mais il y a une clé qui peut faire tourner ce match. C'est que la ligne offensive des Riders, quand on regarde des stats avancées, elle est quasiment dernière de la ligue. Et ils vont se retrouver, je crois même qu'elle est dernière, ils vont se retrouver face à Fletcher Cox, Javon Hargraves, donc des joueurs assez incisifs. Et je pense que si la ligne défensive des Eagles bouffe la ligne offensive des Riders, ils peuvent créer la surprise. Après, disons de tout de suite, c'est vrai que sur le papier, l'attaque des Eagles n'est pas flamboyante, elle est face à une défense des Riders qui progresse de semaine en semaine, et Derek Carr est en mode quasiment MVP. Je pense que tu donnes une vraie ligne offensive à Derek Carr, il a des stats de MVP, et Ruggs, ça commence à tourner, etc. Donc, bien sûr que les Riders sont favoris, mais j'ai envie d'y croire, et surtout, j'ai envie de croire que je vais battre Jean-Michel Boujard dans les pronostics, tu vois, c'est l'enjeu de cette semaine. Jean-Michel que vous retrouvez dans les podcasts draft, évidemment. Non, mais moi, je constate, écoute, juste que Raoul va lâcher un point sur les Dolphins, toi un sur les Eagles, donc je me retrouverai seul deuxième. C'est plutôt pas mal comme affaire, puisque moi, je vais donner les Raiders. J'entends l'argument des lignes. Après, j'entends aussi qu'il y a un pass rush en forme du côté de Las Vegas, qu'il y a un Jalen Hurts qui n'est pas encore tout à fait totalement fiable, donc je vais aller sur les Raiders. Cardinals-Texans, c'est un peu comme le Rams-Lions. Il y a une histoire parce qu'il y a des retrouvailles de J.J. Watt avec son ancienne équipe et de DeAndre Hopkins avec son ancienne équipe aussi d'ailleurs. Mais on a quand même du mal à voir comment les Texans peuvent inquiéter les Cardinals sur ce match. Donc, pronostic aussi ultra évident, Cardinals pour moi. Oui, je pense qu'à un moment, quand on se reposera sur les Cardinals une seconde fois, parce qu'on a déjà fait sur un podcast, mais il faudra insister sur la défense parce qu'on parle beaucoup d'attaques flamboyantes, mais la défense est vraiment de mieux en mieux. Simmons, Codins, etc. Tout le monde apporte. Et J.J. Watt, alors certes, il fait qu'un sac, je crois. Mais regardez les pressions, les passes déviées, les stops en run, etc. Il est vraiment excellent. Il est excellent. Et je pense que ça va être une boucherie. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit le match où, tu sais, il est supra motivé. Ouais. Et il te fait le match de sa fin de carrière à 3 ou 4 sacs. Je vois venir. Et ce sera toujours sans Tyrod Taylor pour les Texans, donc avec David Mills. C'est David? Oui. Oui, et sans Laremy Tunsil, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Tampa Bay, contre Chicago, c'est à Tampa, match assez déséquilibré aussi. Hein. Il y a un peu de mieux en début de match sur la protection de Justin Fields la semaine dernière, mais c'est dur de l'imaginer suivre le rythme de Tom Brady et d'une attaque qui déroule. Tom Brady est numéro 1 sur les yards à la passe en NFL au moment où on se parle. Voilà, encore une fois, ça ressemble à un match très déséquilibré, Victor.
Oui, en plus, on sait que Brady, il a quand même ce côté revanchard et tout. Et ils se sont fait surprendre par les Bears, je crois que c'était l'année dernière, bah oui, puisque c'est sa première à Tampa, où ils se font surprendre un truc genre 20-19 dans un match pourri du jeudi soir. Donc, je pense qu'il va vouloir. C'est celui où il oublie de compter jusqu'à 4. Je crois que c'est celui où il oublie de compter jusqu'à 4, ouais. Ouais. Mais donc, du coup, il va être un peu revanchard, je pense. Mine de rien, la défense des Bears va poser des problèmes à Tampa. Je pense vraiment. Mais on l'a vu, même quand l'attaque de Tampa joue à 60%, il marque 28 points. Quand il joue à 100%, ils en marquent 42. Ça devrait suffire, quoi. Donc, Tampa pour tout le monde. 49ers Colts, c'est le match à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. On a dit tous les deux les Colts. Et on termine avec le match du lundi soir, 2h15 dans la nuit de lundi à mardi. Seahawks Saints. Il y a un an, c'était Russell Wilson, Drew Brees. Là, c'est Jameis Winston, Geno Smith. Voilà. Mais c'est pas un match facile à pronostiquer, je trouve. Mais New Orleans quand même semble quand même avoir l'avantage sur la foi de sa défense déjà a priori. Oui, c'est la défense qui porte l'équipe. Mais le vrai problème pour moi, c'est l'attaque. 31e en nombre de yards, 31e à la passe, 19e à la course. C'est pas bon. Ils n'ont pas trouvé la recette. Et je trouve que jouer contre la défense de Seattle, c'est l'opportunité justement de réussir un statement game, si tu veux, pour commencer à… Non, mais c'est ça, franchement. S'il y a un moment où l'attaque doit performer, c'est maintenant. Quand tu as des tackles qui sont Armstead et Ramzik, quand tu as un coureur qui est Camara, il y a un moment tu dois produire quelque chose. C'est pas possible d'être aussi chiant à regarder. Je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. Donc, je pense qu'ils vont gagner parce que leur défense, mais il va falloir quand même profiter de ce match pour montrer qu'il existe quelque chose en attaque. Après, là où ils ont un avantage et qu'on n'aurait pas forcément pensé dire d'une équipe menée par Jameis Winston, c'est sur les ballons perdus. Ils sont à plus 5 de différentiel. Ils sont 5e en NFL. C'est 10 ballons volés pour 5 ballons perdus. Donc déjà, dans ce genre de match avec des quarterbacks un peu incertains, c'est souvent aussi un paramètre important. Donc là-dessus, je vais dire les Saints. Et donc, si j'ai bien compris, c'est les Saints pour toi aussi. Ce qui fait donc l'unanimité sur ce match. Au repos, j'ai oublié je ne sais plus parler aujourd'hui. J'ai oublié de les préciser la semaine dernière. Au repos cette semaine, les Bills, les Cowboys, les Vikings, les Steelers, les Chargers et les Jaguars. Vous avez bien compté, ça fait 6 équipes au repos. Ça fait donc 3 matchs de moins. C'est pour ça qu'on est un peu plus rapide. Je me disais sur le timing, dis donc. On passe aux cotes de la semaine. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà une cote qui t'intéresse sous le nez ? Je pourrais en avoir une si mon ordinateur décidait de fonctionner, ça y est. Déjà, je rappelle que vous pouvez utiliser aussi l'appli si vous n'êtes pas un ancien comme Victor, parce que nous, on est des yeuves, on a des desktops. Non, mais j'ai les deux. Mais là, quand on fait le podcast, je suis sur ordinateur. Les Eagles, ils sont à 2,20 si tu y crois vraiment. Non, pas au point de mettre de l'argent dessus. Non, il y a un match, j'en parle rapidement parce que c'est le match de ce soir, donc la plupart d'entre vous vont écouter le podcast, il sera déjà passé. Ouais. Mais les Broncos à 1,96 si vous écoutez le podcast aujourd'hui. En effet. Voilà. Alors, moi j'en vois un évident, on a tous les deux donné les Colts, ils sont à 2,52. Ouais. Oui, je pense que c'est la principale, entre guillemets, bonne affaire. Ouais, moi, ça me semble aussi pas mal. Les Titans, si vous y croyez avec les Chiefs et que c'est serré, ils sont à 2,65. Hein. Oui, et puis même les Riders, si vous pensez qu'ils vont faire la différence et qu'ils ne créent pas la surprise, dans une semaine où il y a plein de cotes à 1,5, 1,10, etc., les Riders, s'ils sont à 1,55, c'est pas catastrophique non plus. Alors, tu sais quoi, est-ce qu'on joue un petit triplé audacieux ? Sinon, il y a les Falcons à 1,63, moi, que je trouve aussi intéressant. Ouais, tu parierais plus sur les Falcons ou sur les Titans ? Sur les Falcons. Alors, on va dire Falcons, Raiders, allez. Donc, Colts 2,52, Falcons 1,63 et Raiders 1,55. Donc, je rappelle, les Raiders jouent les Eagles, les Falcons jouent les Dolphins et les Colts jouent les 49ers. Donc, les trois, en effet, sont plutôt jouables. Ça fait 5 € misés, 31,83 € de gains potentiels. Mais encore une fois, vous pouvez évidemment les jouer séparément. Donc, Colts 2,52, Falcons 1,63 et Raiders 1,55. Et alors, j'ai fait des YOLO timides ces derniers temps. Là, je propose un YOLO de la fin du monde. C'est-à-dire que s'il passe,
la terre souffle sous vos pieds. C'est-à-dire que la tempête d'hier soir, c'était rien. Parce qu'en effet, il y a des cotes complètement ouf, parce que les Texans contre les Cardinals, par exemple, s'il y a un 0,4 sur les Cardinals, ça veut dire qu'il y a 7-10 sur les Texans. Donc, je mets les Texans dans un scénario de la fin du monde. Les Lions sont à 6 contre les Rams. Jared Goff dans le match de la revanche ultime, tu sais, avec un You Like That devant Sean McVay après un touchdown, quelque chose comme ça, à 6. Donc, je mets ça dans le YOLO. Et je te rajoute, vas-y. Chicago qui, exactement, à la surprise générale, titularise Nick Foles. Et Nick Foles vient battre Tom Brady, parce qu'on sait, hein, c'est un de ses deux némésis avec Eli Manning. Et bam, t'as 5-10 en plus. Eh bien, écoute, alors là, je l'ai mis. Et là, on a du vrai YOLO parce qu'on a fait des YOLO timides depuis le début de la saison. Et rajoute tes Bengals, on en a parlé, on y croit, 2,90. Allez, cette équipe. Mais alors là, parce qu'on a parlé en loyer, d'accord, ces derniers temps. On a parlé en loyer, et on a dit, ouais, mais là, tu loues à peine 30 mètres carrés à Paris pendant un mois. C'est bon. Donc, on fait un YOLO à 7 équipes. Colts 2,52, Falcons 1,63, Raiders 1,55, on l'a dit. On rajoute les Texans à 7,10, les Lions à 6, les Bears à 5,10, les Bengals à 2,90. Pour une mise de 5 €, ça vous fait un gain potentiel de 22 062,28 €. Donc là, on ne parle même pas de louer à Paris, on parle d'acheter 2 mètres carrés à Paris. Ouais, 22 000, pas dans tous les quartiers. Pas dans tous les quartiers, on est d'accord. Bon. Vous avez 1,5 mètre carré dans le 16e. Mais vous avez 2 mètres carrés peut-être dans le 18e. Tu vois ? Oui, non, dans le 18, ok. Dans le 18, dans le 19, dans le 20, ça va. Je dis ça, en plus, il y a un de nos auditeurs qui... Je salue Bertrand, qui est un ancien de l'équipe aussi, qui m'a envoyé un mail en parlant de notre amour pour l'immobilier dans les émissions, en proposant un partenariat. Il faut que je le vois bientôt. En tout cas, 22 062 €. Bon, là, ça fait quelques mois de loyer. Mais là, tu as un an de loyer, à 2000 balles par mois quasiment. Donc, ouais, non, mais bon, après, le gain potentiel est surtout de 0 €. Mais oui, bon, après, voilà. Là, on est d'accord que, a priori, c'est 5 € foutus à la poubelle. Mais c'est un peu comme jouer au loto. Là, je crois que vous avez à peu près les mêmes chances que le loto. Peut-être voire un peu moins que l'euro-million. Parce que Bears, Lions, Texans la même semaine. Là, on est vraiment sur du scénario de la fin du monde. Je pense que derrière... Et alors, je le dis juste au cas où, hein, mais si vous voulez mettre 10 balles sur ce combiné, encore une fois... Alors, mettons, si vous êtes fumeur, mettez 10 balles sur ce combiné plutôt que sur votre paquet de clopes, c'est meilleur pour la santé. Ah bah voilà, en plus... Oh, Victor, pas bien, il me montre ça par la webcam. 10 balles, donc là, tu remplaces ton paquet de clopes par ce YOLO, 44 124,56 €, quand même. Permet là, tu achètes quoi, une belle bagnole. Moi, je ne suis pas au fait des prix des voitures. Je suis plus au fait du prix de l'immobilier, je réalise. Donc voilà. 44 000 balles, il y a des villes moyennes en France où ça te fait un petit studio, hein, investissement locatif. Là, on est sur du YOLO investissement locatif. On n'est jamais allé aussi loin que ça. Donc voilà. Et tu mets 20 € et là, attends. Ah bah attends. Mais alors, 20 balles. 20 balles, tu es à 88 249,13 €. Ouais, là, on commence à être dans un petit appartement honnête. Dans une et puis, tu mets 200 €, tu as 800 000 € et tu as un appartement. Alors, c'est plafonné, je crois. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller. Mince. Tu me diras, pour 30 €, il m'annonce 132 000 € de gain. Donc, oui, 88 plus 44. Voilà. Mais bon, a priori, encore une fois, là, on est quand même sur un YOLO de l'impossible total. Donc, peut-être que 30 €, c'est un poil beaucoup. Mais voilà, si vous voulez tenter un truc complètement fou cette semaine, c'est par là que ça se passe. Ce podcast est réalisé par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Exactement. Mais encore une fois, c'est le YOLO de l'impossible. Merci beaucoup, Victor. C'est comme ça que se termine l'épisode 442 du podcast Touchdown Actu. Et on rappelle, le YOLO, c'est chez Unibet, évidemment. Et donc, c'est comme ça que se termine l'épisode 442 du podcast Touchdown Actu. On remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Mardi, on fait un des remerciements très longs, vous allez voir, avec tous ceux qui ont acheté les sous-verts d'Halloween parce qu'ils ont fait un carton. Et je rappelle, les sous-verts d'Halloween sont expédiés à partir du 28 octobre. C'est le moment où on les reçoit de l'imprimerie et ils repartent directement chez vous dans l'autre sens dès qu'on les a. Je disais quoi donc ? Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier, Twitter @Victor Roulier pour Victor, @Alain Mattei. Pour moi-même, on vous rappelle donc que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Et puis, on va mettre
le générique. Et puis, je vais vous dire à très bientôt dans le fauteuil dimanche à 18h. Et je ne sais pas encore quel sera le thème. Il faut que je travaille cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Victor. Ciao, ciao. Merci à tous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.